Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission du podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier ancien et répondre à la question comment investir dans l'ancien en bénéficiant des dispositifs fiscaux en vigueur. Donc, nous allons passer en revue tous les dispositifs prévus par l'État pour investir dans l'ancien en profitant des allègements fiscaux. Pour ce faire, j'ai un invité de marque qui est Jean Lefebvre, le fondateur de Neovie. Neovie, c'est une société qui propose des solutions dans l'immobilier neuf et ancien. Bonjour Jean Lefebvre. Bonjour Olivier. Bienvenue sur le podcast. Merci de m'accueillir. C'est avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'anime dans la vie ? Pour me présenter rapidement, écoute, je suis donc le dirigeant de Neovie, qui est une société, comme tu l'as dit, où on fait de la promotion immobilière dans le neuf et dans l'ancien. Donc dans le neuf, on prend des terrains sur lesquels on édifie des immeubles. Dans l'ancien, c'est des immeubles que l'on récupère en général à réhabiliter, qu'on réhabilite et que donc on remet sur le marché à l'état neuf. Et je suis arrivé dans cette activité puisqu'en fait, à la base, j'étais conseiller en gestion de patrimoine. J'avais pas mal de clients qui avaient des besoins pour faire des investissements immobiliers dans l'ancien. Et ça remonte à 2008. J'avais du mal à trouver en fait des biens qui correspondent réellement à ce dont avaient besoin mes clients. Et je me suis dit, je vais fabriquer finalement ce dont ils ont besoin. Donc, je me suis lancé sur une première opération pour mes clients, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Et donc, j'en suis arrivé au point où aujourd'hui, je n'exerce plus le métier de conseiller en gestion de patrimoine depuis 2019, puisqu'on a cédé le cabinet à ce moment-là. Et je m'occupe maintenant exclusivement de la partie immobilière à travers Neovie, où on fabrique donc des solutions immobilières dans le neuf et dans l'ancien, aussi bien pour des personnes qui vont acheter pour leur résidence principale que pour des personnes qui vont investir. Et pour certaines personnes, ça passera pour un investissement dans l'ancien, avec des avantages fiscaux, d'où le sujet aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous brosser quels sont les différents dispositifs actuels qui permettent justement de bénéficier de ces leviers fiscaux et qui permettent de se constituer un patrimoine immobilier dans l'ancien ? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y en a pas mal. Et c'est vrai qu'ils sont moins connus que les dispositifs dans le neuf. Dans le neuf, pour refaire un peu l'historique, il y a eu pas mal de dispositifs qui ont été créés au fur et à mesure des années. Alors, un coup, ça s'est appelé Eurobien, un coup, ça s'est appelé CELI, etc. Puis actuellement, on est sur la loi Pinel. Et c'est des dispositifs qui en eux-mêmes sont plutôt bien faits, mais qui ne correspondent pas forcément à tous les investisseurs. Et il y a pas mal de dispositifs dans l'ancien qui peuvent être intéressants. Alors, le premier dispositif dans l'ancien qui peut être intéressant, le dispositif en lui-même, c'est même que dans le neuf, c'est la loi Pinel. Puisqu'en fait, tout le monde ne le sait pas forcément, on peut faire du Pinel dans l'ancien. Alors, il faut respecter tout un tas de critères pour pouvoir faire ça. Il faut d'abord avoir un immeuble qui est éligible, faire des travaux qui vont en ce sens, etc. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui se fait facilement et qui est réalisable par un particulier de son côté. Mais il y a certains promoteurs de nous qui savent faire ce genre d'opération de Pinel dans l'ancien. Et du coup, c'est un dispositif qui va s'adresser à des contribuables qui ont un besoin de défiscalisation pour une durée comprise entre 6 et 12 ans. Faut pas qu'ils aient une tranche marginale d'imposition trop élevée parce que sinon, on reste dans le cadre des revenus fonciers et ça risque de piquer au bout d'un certain nombre d'années. Et l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il est simple, il est lisible. Ça permet malgré tout de faire des réductions d'impôts assez importantes, même si elles ont baissé depuis cette année par rapport à l'année dernière et elles baisseront l'année prochaine. Mais ça reste intéressant et c'est un dispositif qui peut avoir pour inconvénient, comme je le disais, que pour les contribuables qui sont sur une tranche marginale d'imposition un peu élevée, la loi Pinel, ça permet de faire de la réduction d'impôts d'un côté, ça c'est cool. Mais de l'autre côté, on va augmenter les revenus fonciers, donc on va générer quelque part de l'impôt supplémentaire. D'un côté, on en supprime, de l'autre côté, on en génère.
Alors, il y a des gens pour qui on va tellement supprimer que le peu qui sera généré sera pas intéressant. Puis il y a des gens pour qui on va tellement générer que le peu qui aura été supprimé, on regarde ça, on fera que c'est pas intéressant non plus. Donc ça s'adresse pas forcément à tout le monde. Il faut faire ses petits comptes pour voir à quel point c'est intéressant. On est en train de parler donc du Pinel réhabilité, hein, c'est ça, hein, son petit nom. C'est ça. Donc, d'après ce que je comprends, il a un petit peu les avantages du Pinel dans le neuf. Il s'adresse à des personnes qui sont dans une tranche d'imposition qui permet de bénéficier d'avantages, mais qui vont être contrebalancés par des revenus fonciers qui sont fortement imposés. Donc, en fait, il faut faire ses calculs, voir si notre situation nous permet de bénéficier davantage par rapport à ce dispositif. C'est exactement ça. Il faut faire ces petits calculs. Il y a des gens pour qui ça fonctionne bien, d'autres pour qui ça fonctionne moins bien. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les contraintes, enfin les exigences qu'il y a sur le Pinel réhabilité par rapport à la rénovation du bien? En 2003, il y a une loi qui s'appelle la loi SRU qui a été mise en place et qui a défini des critères de décence pour les logements, ainsi que des normes techniques. Pour pouvoir être éligible au Pinel réhabilité, il faut déjà partir d'un logement qui n'est pas conforme à plus de la moitié des critères de décence ou des critères techniques, réaliser des travaux et arriver à la fin de ces travaux à un logement qui remplit tous ces critères de décence et tous ces critères techniques. Ça, c'est une première chose. Donc déjà, la porte d'entrée de l'immeuble, je schématise, c'est un immeuble pourri et qui n'est pas habitable, hein, très clairement. Sinon, en général, on n'est pas éligible à la loi Pinel réhabilité. D'accord. Il faut faire les travaux pour arriver à ce résultat-là. Il faut également arriver à des résultats spécifiques en termes d'isolation et technique. Alors, c'est un peu compliqué de les détailler comme ça sur un podcast parce que l'un peut fonctionner sans l'autre, l'autre peut fonctionner sans l'un, certains ne peuvent fonctionner qu'ensemble, etc. C'est un peu une usine à gaz en fait. Les pouvoirs publics aiment bien faire des choses un peu compliquées, sinon j'ai l'impression qu'ils croient qu'on va s'ennuyer. Donc là, ils nous donnent du boulot, c'est cool. Mais voilà, l'idée maîtresse, c'est de se dire qu'en gros, on part d'un logement qui n'est pas conforme à plus de la moitié des normes définies en 2003, qui à la fin est conforme à toutes les normes définies en 2003, plus des nouvelles normes qui ont été rajoutées au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il y a des exigences sur, par exemple, l'économie d'énergie ou sur le DCE vis-à-vis de ces exigences-là? Sur le DPE? De DPE, pardon. Oui et non. C'est-à-dire que tu n'as pas, dans le neuf, tu as des normes très spécifiques. Aujourd'hui, on est soumis à la norme RE 2020, il y a eu des normes BBC, des normes RT 2012, etc. Ça se suit et puis chaque ministre a un peu besoin de mettre sa patte. Là, il n'y a pas de critères totalement définis. Comme je te disais, le problème, c'est que c'est un peu compliqué à résumer comme ça et à l'oral, c'est impossible. Il y a tellement de critères différents qui peuvent s'enchevêtrer les uns les autres que tu peux pas définir pour être en telle lettre du DPE, etc. Bon. L'idée maîtresse, c'est que de toute façon, en ayant respecté tous les critères qui ont été définis, tu arrives sur un DPE où globalement, tu seras au pire sur du C. Voilà. Tu pourras arriver sur du B, sur du A, sur de l'ancien. Faut oublier, c'est faisable, mais c'est techniquement très compliqué. Donc, ça entraîne des surcoûts qui font que le jeu en vaut pas la chandelle. Mais globalement, tu arrives sur du C en termes de DPE. C'est une moyenne. D'accord. Mais il n'y a pas d'exigence spécifique par rapport au DPE dans le dispositif Pinel réhabilité. C'est ce que je comprends. Pas aujourd'hui. Mais je compte sur nos pouvoirs publics pour ne pas l'oublier. Ça va bien venir. Est-ce qu'il y a d'autres exigences, notamment par rapport à ensuite des loyers pour les locataires qui seraient plafonnés ou qui seraient encadrés du moins? Exactement. La loi de départ, c'est la même que pour la loi Pinel normale, entre guillemets, c'est-à-dire dans le neuf. Donc, on va avoir un plafond de loyer qui va être appliqué, qui va dépendre de la surface du logement et de la zone dans laquelle on se situe. C'est-à-dire qu'on a défini plusieurs zones, la zone bis, la zone A, la zone B1, la zone B2, la zone C. Et en fonction de la zone dans laquelle on va être, on va avoir un plafond de loyer qui sera appliqué. Et en fonction de la surface de l'appartement, on va appliquer un coefficient sur lequel on va multiplier ce plafond de loyer qui nous donnera un loyer maximal pour le logement. Donc, selon les endroits où on va se situer, des fois, ce plafonnement du loyer va être très contraignant, donc baisser fortement le loyer par rapport au loyer de marché. Ça veut dire que là, on parlait tout à l'heure des avantages et des inconvénients. C'est un inconvénient aussi. Il y a des endroits où, clairement,
le manque à gagner en termes de loyer est tellement élevé que faire du Pinel réhabilité ne se prêtera pas au lieu où se situe l'investissement. Et il y a des endroits où on va être sur des loyers qui seront pas très loin du marché local, donc on va pas perdre beaucoup en termes de rentabilité, on va perdre très peu, voire pas du tout. Et du coup, là, on est sur des endroits où ça peut être plus intéressant pour faire de la loi Pinel. Est-ce qu'il y aurait un autre dispositif à nous présenter, Jean? Oui, il y a un dispositif cousin à la loi Pinel réhabilité, où en gros, on a pris la loi Pinel, on l'a simplifiée pour l'ancien. C'est pas mal, ça. Le dispositif, oui. Ah ouais. Ça s'appelle le dispositif de Normandie, qui porte, comme à chaque fois, le nom du ministre qui l'a mis en place. Et ce dispositif, il part d'un constat simple. C'était de dire, on a fait une loi Pinel dans l'ancien, c'est génial. Comme c'est un peu complexe à mettre en œuvre, il n'y a que certains promoteurs qui savent le faire, et encore pas tout le monde. Les particuliers, ils ont vu qu'ils ont eu très, très, très peu de dossiers déposés de particuliers pour faire du Pinel réhabilité, tant c'est lourd administrativement. Du coup, ils ont créé le dispositif de Normandie où, pour faire plus simple, ils ont défini des communes, en fait, dans lesquelles on peut faire du de Normandie. Et ils ont dit, si dans cette commune-là, tu achètes un appartement sur lequel tu réalises plus de 25% de travaux et que tu vas louer dans les mêmes conditions que le Pinel, tu auras une réduction d'impôt. Donc, n'importe qui peut acheter son appartement, réaliser des travaux qui doivent représenter plus de 25% du coût de revient de l'appartement final et bénéficier de la même réduction d'impôt que le Pinel. Et là où c'est intéressant, c'est que la réduction d'impôt Pinel a été baissée cette année. La réduction d'impôt de Normandie conserve les avantages fiscaux du Pinel qui avait jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc, on est sur des réductions d'impôt plus importantes que sur le Pinel classique. On est sur un dispositif plus simple. Il n'y a pas toutes ces histoires dont je te parlais de logement, de critères de décence, où il faut partir d'un immeuble, où il faut la moitié, etc. Et tous les critères un peu compliqués dont je te parlais. Là, c'est simple. Tu achètes à partir du moment où tu as fait plus de 25% de travaux, tu es éligible aux deux Normandie, sous réserve que tu sois dans la bonne zone. D'accord. Et les zones, elles sont délimitées en termes de communes ou elles sont délimitées en termes de surface sur ces communes? Elles sont décrites où, ces zones? C'est en termes de communes. En fait, quand la loi de Normandie a été créée, le législateur a défini certaines communes avec l'appui des maires en général sur place pour être éligibles au dispositif de Normandie. Et on a des communes qui en général sont c'est des communes moyennes de province. Donc on n'est pas sur des grosses communes, on va pas trouver du Marseille, du Lyon, du Bordeaux, etc. On est sur des communes beaucoup plus petites en termes de dimensionnement. En règle générale, c'est pas vrai, pas faux ce que je dis, on est sur des communes entre 10 et 50 000 habitants maximum. Et en général, c'est aussi des communes sur lesquelles il y avait déjà des plans de revitalisation des centres-villes qui avaient été faits. Ces plans de revitalisation des centres-villes, pour en parler dans d'autres dispositifs après, ils sont un peu plus complexes aussi à mettre en œuvre. Donc là, l'idée, c'était vraiment de dire, voilà, on fait un dispositif simple, t'achètes, t'es dans la bonne commune, tu fais plus de 25% de travaux, t'as ta réduction d'impôt de Normandie. Voilà. D'accord. À qui s'adresse ce type de dispositif? Est-ce que c'est le même public que pour le Pinel réhabilité? Alors, je serais tenté de dire qu'au niveau investissement, oui. On va être sur les mêmes critères globalement que le Pinel réhabilité, donc le même type de client, hein, comme on disait tout à l'heure, à contrebalancer entre la réduction d'impôt et les impôts générés par les revenus fonciers. Là où c'est intéressant, c'est comme c'est un dispositif plus simple, autant le Pinel réhabilité, c'est un peu compliqué de se lancer tout seul là-dessus. Hein, il faut clairement passer par une opération montée par un promoteur. Autant le système de Normandie est assez simple à mettre en place. Donc, un particulier qui se sent de remplir quelques papiers peut parfaitement faire du de Normandie tout seul. D'accord. Tu m'as parlé en préparant cette émission du dispositif Malraux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? On pourrait dire beaucoup de choses sur le dispositif Malraux. On va les dire. Pardon? On va les dire alors. On va les dire. Déjà, je ne vais pas faire mon professeur d'histoire. Bon, André Malraux, je pense que tout le monde connaît un peu. Il était parti du principe qu'il y avait
des centres-villes anciens, parfois des grosses communes, qui avaient des logements qui s'étaient beaucoup dégradés dans le temps et qui parfois avaient du très beau patrimoine immobilier. Une commune comme Bordeaux, par exemple, c'était une commune qui était assez délabrée au moment où le dispositif Malraux a été mis en place. C'était à la fin des années 60. Et du coup, il y a des communes comme Bordeaux ou Lyon, par exemple, qui ont bénéficié de cette manne du Malraux, qui est un dispositif de défiscalisation assez puissant. Pour faire simple, parce que comme toujours, les choses se sont complexifiées avec le temps, aujourd'hui, le dispositif Malraux, il peut s'appliquer sur soit certains secteurs qui sont définis où chaque immeuble peut être en Malraux, il en reste plus beaucoup, soit des immeubles qui sont frappés de ce qu'on appelle une DUP, une déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire que la mairie va définir un certain nombre d'immeubles qui sont des immeubles importants pour la commune, c'est des immeubles sur lesquels il y a une histoire, sur lesquels il y a du patrimoine, et sur lesquels on va pouvoir faire de la loi Malraux en bénéficiant d'une réduction d'impôt qui va dépendre en fait des travaux réalisés sur l'immeuble. C'est-à-dire que on achète un appartement ou un immeuble, il y a des travaux qui sont réalisés et il y a soit 22, soit 30% du montant des travaux réalisés qui rentrent en réduction d'impôt. On n'est pas sur de la déduction comme le déficit foncier dont on parlera après, on est sur de la réduction d'impôt. Je vais donner des chiffres, je dis n'importe quoi. On achète un appartement à 100 000 euros, il y a 200 000 euros de travaux. Sur ces 200 000 euros de travaux, il va y avoir, selon l'emplacement où on se situe, soit 22% des 200 000 euros de travaux, soit 30% des 200 000 euros de travaux, qui vont être en réduction d'impôt directe pour le contribuable, l'investisseur. Et là où il y a un véritable intérêt également, c'est qu'on rentre pas dans le cadre du plafonnement de niche fiscale. Donc, je ne sais pas si c'est un truc dont vous avez déjà parlé dans d'autres podcasts. Non, on n'en a pas encore parlé des niches fiscales dont tu parles. Et le plafonnement, de manière générale, je ne sais pas s'il a été évoqué. Non plus. Vas-y, be my guest. Pour faire simple, tu as un plafonnement à 10 000 euros par an de réduction d'impôt. D'accord. Donc, ça veut dire que si tu veux faire de différentes lois Pinel au fur et à mesure du temps, à partir de 10 000 euros d'impôt, ce qui dépasse, c'est tant pis pour toi. Tu es plafonné à 10 000 euros. Il y a des contribuables qui ont la chance de payer beaucoup plus d'impôts que ça, en impôt sur le revenu. Et pour ces gens-là, il n'y a pas des milliards de moyens pour déplacer le plafond de niche fiscale. Il y en a certains, dont la loi Malraux. Et du coup, c'est un dispositif assez puissant. Et ça peut être intéressant du coup pour des personnes qui, par exemple, ont des revenus qui peuvent être assez inégaux d'une année sur l'autre, qui ont 1 ou 2 années exceptionnelles où ils savent que ça va beaucoup rentrer et donc ça va beaucoup sortir sous forme d'impôt. Et là, il y a peut-être un intérêt à faire de la loi Malraux parce qu'on n'est pas dans le plafonnement des niches fiscales et que ça permet de faire des belles acquisitions parce qu'on est sur des beaux immeubles patrimoniaux et ça permet également d'avoir une réduction d'impôt importante. D'accord. Comment on trouve ces immeubles justement qui sont éligibles au dispositif Malraux ? Très très bonne question. Déjà, il faut être dans un des secteurs qui le permet. Alors auparavant, c'était assez simple, il y avait peu de types de secteurs, maintenant il y en a plein, avec tous des acronymes plus compliqués les uns que les autres. Mais pour faire simple, l'État a défini dans certaines communes des zones dans lesquelles tu vas être éligible ou non au dispositif Malraux. Et dans ces zones-là, comme je te disais, en règle générale, il faut qu'en plus l'immeuble soit en déclaration d'utilité publique. C'est-à-dire que la mairie ait fait la démarche de dire cet immeuble-là, il est intéressant pour la commune, mais actuellement, il est délabré. La commune a besoin que cet immeuble soit réhabilité. Donc, on fait une déclaration d'utilité publique pour que cet immeuble puisse être réhabilité sous l'égide de la loi Malraux. Et c'est une réhabilitation de qualité qui est intéressante pour les mairies, parce que c'est une réhabilitation qui est entièrement suivie de près par l'architecte des bâtiments de France qui s'occupe de la zone. Donc la commune sait que derrière, elle aura quelque chose de qualitatif. D'accord. Donc pour répondre à ta question, du coup, comment on trouve un immeuble comme ça ? Eh ben c'est pas simple, c'est un vrai métier en fait. Il y a des gens, même dans ce métier, il y a des gens, leur spécialité, c'est de trouver des immeubles éligibles à la loi Malraux. Il y a des gens, leur métier, c'est de faire de la prospection foncière et de trouver des immeubles éligibles à la loi Malraux. Et en général, ce qui est fait, c'est que il y a des cas particuliers qui se lancent tout seuls dans des opérations Malraux, mais comme c'est des opérations un peu complexes, là, vraiment, dans 90% des cas, voire plus, ça va passer par un promoteur qui est spécialisé dans l'ancien et qui pourra réaliser
l'opération. C'est-à-dire que le promoteur va acheter l'immeuble, va le revendre en général à la découpe, va revendre les appartements à des investisseurs avec un contrat de travaux à côté. Et les investisseurs vont, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, payer et avoir leur réduction d'impôt par rapport au montant des travaux qui sera réglé effectivement sur l'immeuble. Donc ça s'adresse à des investisseurs qui sont fortement imposés, si je comprends bien, qui peuvent bénéficier du déplafonnement de réduction d'impôt, qui également ont envie d'investir dans la rénovation du patrimoine historique français, c'est-à-dire dans les vieux immeubles plutôt situés dans les centres-villes historiques, si je comprends bien. Oui. Il faut s'adresser à un professionnel spécialisé dans le dispositif Malraux pour vraiment le mener à bien, parce que tout seul, là, c'est carrément impossible. C'est ça, c'est parfaitement résumé. Alors, tu m'as parlé aussi je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter sur le dispositif Malraux, ou sinon on peut passer au suivant. On peut passer au suivant, oui. Alors, tu m'as parlé en préparant cette émission du système de déficit foncier. Alors, peux-tu nous expliquer tout cela ? Le déficit foncier, c'est la base des avantages fiscaux dans l'ancien. C'est vraiment... Déjà, on ne parle pas d'une niche fiscale. Ça, c'est un point important parce que je parlais tout à l'heure des 10 000 euros de plafonnement des niches fiscales. Là, on n'est pas dans une niche fiscale. En fait, c'est ce qu'on appelle du droit commun, déficit foncier. C'est-à-dire que quand tu es propriétaire d'un bien immobilier que tu loues, tu as le choix soit fiscalement de partir sur un abattement forfaitaire de 30%. Alors, il ne faut pas avoir plus de 15 000 euros de loyer. Si tu as moins de 15 000 euros de loyer, tu peux parfaitement, dans ta déclaration d'impôt, ne pas remplir une déclaration d'impôt où tu mets tes charges et tes recettes. Tu mets tes recettes, tu appliques 30% d'abattement forfaitaire et c'est terminé. Mais la plupart du temps, les gens sont ce qu'on appelle au réel, c'est-à-dire qu'ils vont remplir une déclaration d'impôt, une déclaration de revenus fonciers. Et dans cette déclaration de revenus fonciers, il va y avoir des recettes, les loyers, et il va y avoir des dépenses. Donc tout ce qui est charges de copropriété, intérêts d'emprunt, taxes foncières, etc., etc., etc. Une des choses qui est déductible dans le cadre des revenus fonciers, ce sont les travaux. C'est-à-dire que quand tu réalises des travaux d'amélioration de l'habitat dans ton bien immobilier, tu vas pouvoir les déduire sur tes revenus fonciers. Et c'est là que ça devient intéressant. L'idée, c'est de partir d'un bien qui nécessite des travaux et de réaliser ces travaux en sachant qu'ils vont être déductibles. Je reprends l'exemple tout à l'heure qu'on avait sur la loi Malraux. Je disais, si tu achètes un appartement à 100 000 euros et qu'il y a 200 000 euros de travaux. Encore une fois, je prends des chiffres comme ça, des chiffres ronds pour illustrer la chose. Là, dans le cadre du déficit foncier, si tu achètes un appartement à 100 000 euros, que tu réalises 200 000 euros de travaux, ces 200 000 euros de travaux vont être déductibles. C'est-à-dire que tu vas pouvoir les déduire de tes revenus fonciers. Donc, si tu as d'autres revenus fonciers par ailleurs, tu vas les amener peut-être à zéro, sous réserve du montant. Et même une fois que tu arrives à zéro, c'est-à-dire qu'une fois que tu as plus de charges grâce aux travaux que de recettes, tu vas pouvoir en imputer une certaine partie sur ton impôt sur le revenu. Alors, pas grand-chose. C'est plafonné à 10 700 euros par an. C'est-à-dire que quand tu fais tes travaux, si tu arrives tu fais tes travaux, tu fais ta déclaration de revenus fonciers dans laquelle tu as donc tes recettes et tes dépenses. Si tes dépenses sont supérieures aux recettes, ça va générer un déficit. Ce déficit, tu peux l'imputer jusqu'à 10 700 euros par an sur tes revenus globaux. Ce qui dépasse, c'est stocké, en quelque sorte, pour les années suivantes, pour venir diminuer les futurs revenus fonciers. Alors, dit comme ça, on peut se dire, bah oui, mais il vaut mieux une réduction d'impôt. Finalement, le Pinel de Normandie ou le Malraux, c'est mieux parce que j'ai une réduction d'impôt. Pas forcément. Comme je le disais, sur le Pinel de Normandie, pour les contribuables qui ont une tranche d'imposition assez élevée et qui peuvent avoir des revenus fonciers, ça va pas forcément être intéressant. Imaginons qu'un contribuable qui est sur une tranche d'impôt à 30%, qui est une tranche d'impôt sur laquelle la classe moyenne arrive assez rapidement, ce contribuable a des revenus fonciers, bah, ils vont être taxés à 30%, plus 17,2% de prélèvements sociaux.
Ça fait 47,2, ça fait quasiment la moitié. Donc assez rapidement, on se retrouve dans une situation où les revenus fonciers sont assez fortement fiscalisés. Donc le fait de pouvoir faire du déficit, même si tout de suite on peut se dire je vais pas gagner grand-chose en réduction d'impôt quelque part parce que je ne vais pouvoir déduire que 10 700 € sur mes revenus globaux, je vais malgré tout diminuer mes revenus fonciers. Donc si j'avais des revenus fonciers importants, je reprends mon exemple, j'étais à 30% de tranche d'impôt plus 17,2 de prélèvements sociaux, j'ai 47,2% du montant de mes travaux qui me sont payés par les impôts quelque part. Pour peu que je sois sur une tranche d'impôt plus élevée, 41 voire 45%, j'ai toujours les 17,2% de prélèvements sociaux, le dispositif est extrêmement intéressant. Et pour le coup, on ne rentre pas dans le plafonnement du niche fiscale parce que ça n'est pas une niche fiscale, c'est du droit commun. Donc pour les gens qui sont déjà détenteurs de biens immobiliers, qui ont déjà des revenus fonciers, le déficit foncier, c'est vraiment quelque chose de magique et ça permet de faire de très belles choses. Si je comprends bien, ça s'adresse plutôt à des personnes qui investissent, disons, un peu massivement dans l'immobilier, je dirais chaque année, peut-être, et qui vont faire des travaux et du coup, grâce à ces travaux, pouvoir venir diminuer leurs revenus fonciers grâce au déficit foncier. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc on est plutôt sur un profil d'investisseur qui vraiment est un serial investisseur dans l'immobilier et qui tous les ans va réinvestir en travaux finalement et en nouvelles acquisitions pour profiter de ce levier fiscal. Est-ce que c'est ça l'idée du dispositif? Alors pas forcément tous les ans, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est que comme tu peux stocker tes déficits fonciers, tu peux très bien faire un investissement qui va te permettre pendant plusieurs années, c'est jusqu'à 10 ans que tu peux bénéficier de tes déficits fonciers. Donc tu peux parfaitement faire un investissement et pendant 10 ans ne plus payer d'impôts sur tes revenus fonciers. Donc plus d'impôts sur le revenu, plus de prélèvements sociaux. D'accord. Sur un seul investissement. Si on reprend l'exemple concret que tu avais pris, donc un achat à 100 000 € d'un bien, plus 200 000 € de travaux, et puis une imposition à 30% du contribuable, sur combien de temps il peut imaginer pouvoir utiliser le déficit foncier dû aux travaux? Tout dépend finalement de ses revenus fonciers. Admettons que le contribuable dont je parle, il a 20 000 € de revenus fonciers, avec 200 000 € de travaux, il est tranquille pendant 10 ans. Est-ce qu'il y a des inconvénients à ce système-là? Je serais tenté de dire que dans le dispositif en lui-même, non, il n'y a pas d'inconvénient. C'est un dispositif qui est plutôt assez bien foutu. Le principal inconvénient, il se fait à la revente. C'est-à-dire que quand tu revends ton bien immobilier, puisque ce n'est pas ta résidence principale, tu vas être imposé sur ta plus-value immobilière. Mmh. Et le calcul de ta plus-value immobilière va se faire de la manière suivante. On regarde ton prix d'acquisition, on regarde ton prix de vente, on fait la différence entre les deux et c'est cette partie-là qui est taxée. Dans le cadre du déficit foncier, puisque tu as acheté un appartement sur lequel il y a des travaux qui ont été faits après, le prix d'acquisition, les travaux ne vont pas rentrer dedans. Donc je reprends mon exemple, j'ai acheté mon appartement à 100 000 €, j'ai fait 200 000 € de travaux. Admettons que sa valeur elle soit de 300 000 €. Si je revends 300 000 demain, on va considérer que j'ai fait 200 000 € de plus-value dessus. Et donc, cette plus-value va être imposée. Alors, bien évidemment, plus on va garder son bien longtemps, plus il va y avoir des abattements sur cette plus-value, donc moins on paiera d'impôts, etc. Et de manière générale, ça reste quand même avantageux parce que normalement, le but du jeu, c'est d'avoir gagné plus d'impôts sur ton déficit foncier que tu ne vas générer d'impôts plus tard. Il y a aussi un avantage en termes de trésorerie puisque, en général, tu fais cette opération d'un crédit et tu vas, grâce au crédit, gagner de l'imposition et quand tu revends, tu vas payer des impôts sur quelque chose sur lequel tu auras engrangé des liquidités. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir mis des liquidités en œuvre pour cette opération. Malgré tout, il y a cet inconvénient de la plus-value immobilière qui existe sur ce type d'opération. C'est le seul inconvénient, à mon sens, réel du déficit foncier. Tu m'as également parlé de notre dispositif qui s'appelle les monuments historiques. Oui. Est-ce que tu peux nous le détailler, s'il te plaît? Les monuments historiques, finalement, c'est assez simple, puisque on est sur le dispositif. Je vais simplifier les choses. Allez. On est sur le dispositif du déficit foncier, sauf que
je vais pouvoir imputer mes déficits sur mes revenus globaux de manière illimitée. C'est-à-dire que le déficit foncier, comme je te disais, à partir du moment où tu génères du déficit foncier, l'année du déficit, tu ne peux imputer que 10 700 € sur tes revenus globaux, le reste étant stocké. Monument historique, je reprends mon exemple, 100 000 € d'achat, 200 000 € de travaux, boum, je passe mes 200 000 €, que j'ai déjà du revenu foncier ou pas. Donc, pour les gens qui sont des très gros contribuables et qui ont des très fortes impositions, c'est un système qui, du coup, devient très intéressant. D'accord. Donc, il s'adresse à des gens fortement imposés, pour le coup. Quel est son principe, en fait? Comment on peut être éligible en termes d'investissement à ce dispositif? Le principe, c'est d'acheter un bien immobilier qui est inscrit au monument historique, soit que l'on va mettre en location, soit que l'on va utiliser à titre de résidence principale et qu'on leur va faire visiter un certain nombre de jours dans l'année. À partir de là, on va pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt liée au monument historique. Donc ça, c'est le principe. Après, si on va un peu plus loin, les personnes qui vont être intéressées par ce genre d'investissement dans les monuments historiques, en général, il y a autre chose que l'appât du gain. Il y a autre chose que l'idée de faire un investissement rentable. En général, on est sur des personnes qui aiment la pierre, puisqu'on est sur des bâtiments classés au monument historique, donc il faut que ce soit des bâtiments qui aient un réel intérêt architectural pour avoir été classés de cette manière. Et donc, on a des investisseurs qui aiment la belle pierre et qui ont envie, en général, d'investir sur de la belle pierre. Il y a des gens, j'en fais partie, qui aiment clairement la belle pierre, qui aiment l'histoire, qui ont envie que l'histoire perdure. Et pour que l'histoire perdure sur un immeuble ancien, il y a un moment, il faut qu'il y ait des capitaux. Et ce dispositif ont été mis en place pour que des capitaux soient drainés là-dessus. Et très clairement, on est souvent sur des investisseurs qui aiment la belle pierre, puisque les travaux sur des monuments historiques vont toujours être assez lourds et assez coûteux. Et donc, très clairement, même si l'avantage fiscal est très intéressant, de manière générale, ça va pas être d'une rentabilité extraordinaire à cause du coût des travaux qui sera très élevé. Donc, on est vraiment souvent sur un profil d'investisseur qui a envie de donner du sens à son investissement, qui n'a pas seulement envie de gagner de l'argent, mais qui se dit, voilà, aujourd'hui, je vais me servir quelque part dans mon imposition pour faire un bel investissement, et je vais faire un bel investissement qui aura du sens puisque je vais rénover une partie du patrimoine français qui a été laissé un petit peu à l'abandon et qui va pouvoir revivre. D'accord, c'est un petit peu l'esprit du dispositif est un petit peu le même que celui du dispositif Malraux quelque part, hein. C'est protéger le patrimoine immobilier français historique. Oui, c'est deux dispositifs que l'État utilise de manière complémentaire, effectivement. Le Malraux va être plus ciblé sur des zones, puisque l'État va définir des zones où on peut faire du Malraux. Il va avoir une réduction d'impôt qui est différente de celle du monument historique. Mais effectivement, on va être sur des biens où il y a un réel intérêt architectural. Monument historique, on va encore être en général sur des biens un peu plus patrimoniaux, où il y a un peu plus d'histoire, où l'État va pas mettre le zoom sur une zone en disant, ben voilà, là, vous avez le droit de faire du Malraux. Il va mettre le doigt sur un bien en particulier en disant, voilà, celui-là, il est classé au monument historique avec tout ce que ça engendre, dont les réductions d'impôts possibles. Donc, la philosophie, effectivement, est la même, c'est de préserver le patrimoine architectural français. Mais là où le Malraux va être plus zoné, où on va plus travailler sur une zone, voilà, le centre-ville à tel endroit, on va pouvoir faire du Malraux sur les immeubles en déclaration d'utilité publique. Sur le monument historique, on va vraiment cibler des biens qui peuvent être n'importe où en France, dans n'importe quelle zone. En préparation à ce podcast, tu m'as également parlé d'une spécificité que tu voulais mettre en lumière, tu y tenais particulièrement. Oui. Ça s'appelle Locavantage. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Bah oui, je voulais en parler parce que le Locavantage, de pauvre, personne n'en parle. D'accord, bah ouais, tu vas sauver le monde. Je sais pas si je vais sauver le monde, mais je vais essayer d'aider le Locavantage. Le Locavantage, personne n'en parle et en plus, c'est génial. Personne n'en parle, je pense, parce que ça a été mis en place au mauvais moment. On se remet dans le contexte, invasion de l'Ukraine, etc. Donc, les gens n'ont pas la tête à ça, la communication n'est pas du tout faite là-dessus. Et du coup, on a un nouveau dispositif qui est mis en place, qui est un super dispositif et à côté duquel beaucoup de gens sont passés pour le coup.
Le loc avantage, l'esprit du législateur, c'est de dire voilà, je trouve qu'en France, les loyers sont un peu trop élevés, donc je vais permettre à des investisseurs de louer moins cher pour gagner plus. Alors, dit comme ça, on se dit il y a un loup quelque part. En fait, c'est assez simple. L'idée, c'est de pousser un peu ce qui avait été mis en place avec les différents types de défiscalisation dans le neuf, dont la loi Pinel est la dernière héritière, en disant je vais l'appliquer à tout le monde et plus fortement. On se rappelle la loi Pinel, on en a parlé tout à l'heure, il y a une réduction d'impôt et un des critères pour être dans cette réduction d'impôt, c'est de louer moins cher que le marché et aussi d'avoir des locataires qui ne dépassent pas un certain plafond de ressources. La logique a été poussée plus loin dans le loc avantage, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'investir dans le neuf, ça peut se faire sur n'importe quel logement, à condition qu'il respecte évidemment les critères de décence dont on parlait tout à l'heure, mais bon, n'importe quel logement en soi qui est en bon état peut y être éligible. Je loue un peu moins cher, il y a 3 niveaux de plafond de loyer, auxquels vont correspondre également 3 niveaux de plafond de ressources pour les locataires, et en louant moins cher, en fonction du plafond de loyer que je vais appliquer, je vais avoir une réduction d'impôt qui va être fonction des loyers que je vais encaisser. Donc, il y a loc 1, loc 2, loc 3. Loc 1, je loue quasiment au prix du marché. Loc 2, je loue encore un peu moins cher. Et loc 3, je loue encore beaucoup moins cher. Et je vais avoir une réduction d'impôt qui va aller de 15 à 45% du montant des loyers que j'encaisse. C'est-à-dire que si à l'année, j'encaisse 10 000 euros de loyer, c'est-à-dire un peu plus de 800 euros par mois, je vais avoir entre 1 500 euros et 4 500 euros de réduction d'impôt. Donc, c'est pas de la déduction comme on parlait auparavant avec le déficit foncier et le monument historique, c'est vraiment de la réduction d'impôt. Je loue moins cher, je gagne plus grâce à cette réduction d'impôt. Donc ça, c'est un dispositif qui déjà, juste comme ça, en faisant les comptes, il y a pas mal de personnes pour qui ça peut être avantageux. Mais ça peut être avantageux, oui, c'est gagnant-gagnant pour le locataire et pour le loueur, hein, finalement, puisque le locataire va louer moins cher. Oui. Effectivement, c'est plus facile de louer aussi pour le loueur s'il présente des loyers moins élevés. Exactement. Mais exactement. Du coup, ça n'a pas tendance à faire baisser le marché de l'immobilier, ce genre de dispositif? C'est clairement ce que voudraient les pouvoirs publics, c'est de faire baisser le marché de la location, en tout cas. C'est-à-dire que les loyers deviennent plus abordables. D'accord. Après, libre à chacun de penser si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Les faits nous démontrent que, en France, en tout cas, dans la mesure où on est dans un marché où à beaucoup d'endroits, il y a de la tension sur le logement, il y a du manque de logement, finalement, c'est pas très efficace parce que ponctuellement, à certains endroits, du coup, là, avec la loi Pinel, ça va être un peu moins cher. Là, avec le loc avantage, ça va être un peu moins cher. Toujours est-il que le marché est très tendu et que déjà, tout le monde n'est pas éligible en tant que locataire au Pinel ou au loc avantage puisqu'il y a des plafonds de revenus. Et puis, tous les biens ne sont pas mis en location en Pinel ou en loc avantage. Donc, au final, on se rend compte que ça fait pas baisser les loyers dans une zone donnée, mais effectivement, pour le locataire qui est en place, par contre, c'est tout bénéfice. Ça, c'est clair et net. Le locataire, il paye son loyer moins cher. Oui, ça ne fait pas baisser le marché, justement, parce que les locataires c'est pas tout le monde qui peut louer ces tarifs-là. C'est encadré par des revenus. Voilà, c'est ça le principe du fonctionnement. Exactement. D'accord, très bien. À qui s'adresse ce type de dispositif en tant qu'investisseur? Finalement, c'est un peu à tout le monde, j'ai l'impression. Alors, ça peut s'adresser un peu à tout le monde, mais comme en parallèle du loc avantage, on peut bénéficier d'autres dispositifs, il y a des investisseurs pour qui c'est plus intéressant que pour d'autres. Je vais au bout de l'idée. C'est pour ça que je disais que c'est injuste que le pauvre loc avantage, personne n'en parle. Parce que, en plus de ce dispositif loc avantage lui-même, où je loue moins cher, je gagne plus, grâce à la réduction d'impôt, on peut le coupler à 2 autres dispositifs. D'abord, le déficit foncier. J'achète un appartement qui est en mauvais état, je fais des travaux, je vais avoir droit à mon déficit foncier. Quand je vais mettre en location, je vais louer avec les plafonds définis dans le loc avantage et je vais avoir de la réduction d'impôt. Donc, d'un côté, je fais du déficit foncier. Donc, déjà, en soi, je gagne fiscalement. On a parlé du principe tout à l'heure, je déduis mes travaux.
Donc, je gagnais sur l'impôt sur le revenu et sur les prélèvements sociaux. J'ai en plus de la réduction d'impôt. Déjà, c'est pas mal. On cumule 2 dispositifs, ça commence à être vraiment sympa. Et en plus, il y a un troisième dispositif qui peut être mis en place. En France, il y a une entité qui s'appelle l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui va vous permettre, si vous vous engagez à faire du loc-avantage pendant un certain temps, en général 6 ans minimum, de bénéficier de subventions. Donc, j'achète mon logement qui nécessite des travaux, je fais ces travaux, je touche des subventions, ça va me permettre de faire du déficit foncier quand même, donc j'ai réduit mon imposition sur les revenus fonciers, voire je l'ai annulé, j'ai rentré des subventions, et en plus, je vais rentrer de la réduction d'impôt. Donc là, en tant qu'investisseur, c'est un trio magique, et c'est pour ça que je dis, le loc-avantage, il faut vraiment s'y intéresser, parce que des dispositifs aussi avantageux, il y en a eu très peu. En général, ça dure pas longtemps, parce qu'il y a toujours un moment où les pouvoirs publics mettent le doigt dessus et se disent c'est un dispositif qui est coûteux. Est-ce que on en a pour notre argent? Oui et non. En général, quand c'est coûteux, les pouvoirs publics finissent par se dire on en a peut-être pas forcément pour notre argent. Alors après, c'est discutable parce que ça permet l'ANA donne pas de l'argent comme ça pour les subventions. C'est vraiment dans des zones où il y a besoin, etc., sur des logements où il y a besoin. Donc ça permet de remettre sur le marché des logements là où il en manque. Toujours est-il qu'en général, c'est des dispositifs qui durent pas très longtemps. Donc à mon avis, le loc-avantage, pour les gens pour qui ça peut être avantageux d'avoir réduit le déficit foncier et de la réduction d'impôt, faut vraiment s'y intéresser parce que c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant. D'accord. Donc, du coup, tous les logements ne sont pas éligibles à ce loc-avantage. Il y a une sélection. Comment ça marche? Alors, le loc-avantage en soi, on peut le mettre en place partout. Par D'accord. contre, les subventions de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat ne sont pas applicables de partout. Il y a des zones où c'est applicable, des zones où c'est pas applicable. Est-ce qu'il y a des inconvénients à ce dispositif loc-avantage? Le seul inconvénient, qui est l'inconvénient intrinsèque du loc-avantage, c'est qu'on a un niveau de loyer qui est inférieur aux loyers normaux. Mais c'est la règle du jeu. C'est donnant-donnant. La règle du jeu, c'est je fais payer mon locataire un peu moins cher, j'ai une réduction d'impôt en face. Est-ce que cette baisse de loyer, bon, j'imagine que en fonction de la commune, de la situation de logement, ça peut être plus ou moins intéressant. C'est un petit peu comme le Pinel, plus ou moins en perte, je dirais, par rapport au prix du marché. Est-ce qu'on arrive à compenser avec l'avantage fiscal à chaque fois? Est-ce qu'il faut investir intelligemment? Quelles sont les astuces? Il faut effectivement investir intelligemment puisque là, le Pinel va fonctionner sur des zones A bis, A, B1, B2, C. Il n'y a pas tant de zones que ça. Sur le dispositif loc-avantage, le plafond de loyer est communal. Alors, il n'y a pas autant de plafond de loyer qu'il y a de communes. Ils ont défini certains niveaux, mais il y en a beaucoup. Et dans certaines communes, ils ont mis des plafonds de loyer qui sont en deçà du loyer pratiqué, mais pas tant finalement. Et par contre, il y a des communes où ils ont appliqué des plafonds de loyer qui sont très dissuasifs, on va dire, pour les propriétaires bailleurs. Donc, il faut déjà effectivement viser des communes où le plafond de loyer va être inférieur toujours au marché, mais pas de beaucoup. Vous avez des communes où, en gros, la baisse de loyer pour du loc 1, là où on a le moins de réduction d'impôt et là où c'est le moins contraignant pour la réduction de loyer, on va être sur du 10% de loyer en moins. Puis vous avez des communes où, pour du loc 1, vous allez être à 30% de réduction de loyer. Donc, là où ça va être intéressant d'investir sur une commune où vous avez 10% de baisse de loyer, ça ne sera pas forcément sur une commune là où vous avez 30% de baisse de loyer. Ouais, donc, effectivement, c'est un dispositif sur lequel il faut investir intelligemment. D'accord. Est-ce qu'on peut le faire tout seul, de mettre en place ce système-là, un achat, un investissement avec en misant sur loc-avantage, ou est-ce qu'il faut être accompagné par un professionnel? Le loc-avantage en lui-même, c'est réalisable tout seul. Là où il y a les subventions, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'administrativement, ça demande pas mal de choses, mais c'est faisable pour un investisseur aguerri. Pour un premier investissement, je dirais c'est un peu compliqué. Pour quelqu'un qui comprend les tenants, les aboutissants d'un investissement immobilier, qui a déjà pratiqué, pour peu qu'il ait déjà fait du déficit foncier, faire du loc-avantage avec du déficit foncier de la subvention, c'est parfaitement réalisable seul. Ça demandera du boulot, c'est contraignant, mais c'est réalisable. D'accord.
Merci beaucoup, Jean, pour toutes ces explications. Avec Moi, plaisir. justement, on peut généraliser un petit peu la question. Globalement, à qui faut-il s'adresser pour mettre en œuvre un de ces dispositifs? Par exemple, si on décide de pas le faire tout seul, puisqu'on en a parlé à chaque fois de la possibilité de le faire tout seul ou pas. Si on veut passer par des professionnels, à qui faut-il s'adresser? Alors, il va falloir s'adresser soit à un agent immobilier qui connaît ces dispositifs. Vous avez certains agents immobiliers qui sont spécialisés dans ce genre de dispositifs et qui connaissent. Vous avez des notaires et des avocats également qui se sont spécialisés dans ces domaines et qui les connaissent bien. Et vous avez les conseillers en gestion de patrimoine, puisque un bon conseiller en gestion de patrimoine connaîtra l'ensemble de ces dispositifs et saura exactement quel dispositif pourra ou non être intéressant pour son client. Et puis, évidemment, nous, puisque je serais tenté de dire chez Neovie, on les connaît, ces dispositifs, sur le bout des doigts. Alors, on en a parlé rapidement, mais le diable se cache dans les détails et on connaît tous les détails. Et on propose des solutions clés en main qui vont de la proposition de l'appartement avant travaux, la réalisation et la supervision des travaux, la livraison et même la location, puisqu'on fait également la gestion locative. D'accord. Et vous faites ça sur toutes les communes de France? On travaille uniquement de Marseille et Nice. On est vraiment spécialisé dans notre région. Tous les marchés sont des marchés spécifiques et locaux. Donc, nous, on a quelques communes entre Marseille et Nice sur lesquelles on travaille. D'accord. On travaille à Marseille, à Nice, à Toulon, à Hyères, à Cannes, un peu les grandes communes du littoral de la Côte d'Azur. D'accord, merci bien pour toutes ces explications. Je finirai par une question un Avec peu plaisir. d'ordre général parce que l'immobilier ancien, ça porte du sens. Et est-ce que tu peux Oui. nous donner généralement, les clients qui viennent te voir, quel sens veulent-ils donner à leur épargne lorsqu'ils investissent dans l'ancien comme ça, avec n'importe lequel de ces dispositifs? Qu'est-ce qu'ils cherchent? L'investissement dans l'immobilier ancien, alors vous allez avoir des investisseurs qui clairement vont aller chercher qui vont venir chercher uniquement la rentabilité financière. Et vous avez des investisseurs qui vont être qui vont être sensibles, à d'autres thèmes. En France, on manque de logements, on le sait, pas partout, mais il y a des endroits où on manque peu de logements, il y a des endroits où on en manque beaucoup. Et les premiers logements mobilisables facilement, ce sont les logements anciens. Le logement ancien dégradé, rénové, c'est un logement qui est mobilisable assez rapidement. Quand on va faire une opération de logement neuf, entre le moment où on va se mettre d'accord avec un propriétaire de terrain et le moment où on va livrer le bien, avec tous les délais administratifs, la construction, etc., ça se compte en années. Et c'est plusieurs années. Et parfois, c'est beaucoup d'années. Notamment parce que le côté administratif, permis de conduire, permis de construire, etc., peut être très, très complexe. Sur du logement ancien, on répond rapidement au manque de logement. Donc, c'est des logements rapidement mobilisables. C'est des logements qui sont rapidement mobilisables dans les centres de vie. Depuis le milieu des années 70, on a beaucoup construit en périphérie. On a construit des lotissements, on a construit des zones commerciales et on a délaissé les centres-villes. 50 ans de délaissement des centres-villes, ça a laissé un peu des traces et ça a fait quelque part perdre un petit peu l'âme de certaines villes. Puisque l'âme d'une ville, c'est ses commerces et ses habitants. Et quand vous avez des immeubles dégradés dans lesquels il n'y a plus de commerce et plus d'habitants, le centre-ville se dégrade également. Donc, investir en centre-ville, c'est aussi revitaliser des villes sur lesquelles les moyens ont, pendant 50 ans, été mis sur l'extérieur, à faire de grandes zones commerciales, de grandes zones de lotissement, et à redonner de la vie au centre, avec tous les petits commerces de proximité, etc. Donc, il y a un vrai sens à investissement local. Voilà. Et donc, on a vraiment des investisseurs qui sont sensibles à ce sujet. Dernier point qui est intéressant, c'est le sujet de l'écologie. Puisque faire du logement ancien, c'est redonner vie à quelque chose qui existe déjà. Donc, on ne va pas créer quelque chose de neuf en polluant de par la recherche de nouveaux matériaux, puisque édifier un immeuble ou une maison, ça demande énormément de matériaux, principalement du béton, puisqu'on utilise encore pas mal de béton, qui est un matériau où on utilise beaucoup de sable et de ciment. Et le sable, c'est une ressource qui est toujours embêtante à prélever dans un milieu naturel. Et le ciment, la production demande énormément d'énergie
des produits énormément de CO2. Donc, quand on part d'un immeuble ancien qu'on va rénover, déjà, il y a tout le gros œuvre est déjà construit. Donc, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériaux qui existent déjà et on ne va pas aller puiser ces tonnes de matériaux dans la nature puisqu'ils sont déjà là. Donc, il y a un sens écologique aussi par toute l'énergie qui sera déployée dans la construction. On est sur des chantiers qui sont assez peu énergivores dans leur construction. Donc, on va là aussi donner un vrai sens à son investissement puisque on va avoir un investissement pérenne en centre-ville qui va être beaucoup plus respectueux de l'environnement. Très bien, merci beaucoup Jean pour toutes ces explications. Je pense que les auditeurs auront vraiment apprécié ce panorama complet des dispositifs sur lesquels tu as réussi à survoler sans rentrer trop dans le détail et technique. Donc merci beaucoup pour cette clarté. Où est-ce qu'on peut te joindre Jean, par quel canal si on a des questions à te poser? Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez nous retrouver sur Neovie, Instagram et sur Jean Lefebvre sur LinkedIn où on est facilement disponible. D'accord, je mettrai tes coordonnées dans les ressources de l'épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ta participation et je dis Merci au revoir. pour l'invitation. Avec plaisir. Et au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt, merci, au revoir. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. À très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.